C'est l'histoire du pays le plus puissant du monde. Et de l'un de ses présidents, un peu différent. It's going to be only America first. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'omniprésence américaine sur le globe a fait des États-Unis le gendarme du monde. We must be the great arsenal of democracy. I said that we would act with others if possible, and alone if necessary. We should be and we must be peacemakers. La question est, tout cela est-il terminé ? We are not the policemen of the world. Et pour y répondre, il faut d'abord savoir comment tout a commencé. Car au commencement américain, il y a un débat. 1796. Alors que les Européens s'installent sur le continent américain depuis 3 siècles, les États-Unis ne sont indépendants que depuis 13 ans. Et pour le premier président de l'histoire des États-Unis, indépendance rime avec prudence. Contre les ruses insidieuses des influences étrangères, la vigilance du peuple libre doit être constamment éveillée. Ces influences étrangères dont parle George Washington, c'est avant tout l'Europe. Pour lui, s'immiscer dans les affaires politiques du vieux continent ne pourra attirer aux États-Unis que des ennuis. Pendant un siècle, le pays reste globalement fidèle à cette philosophie. En 100 ans, seulement 2 guerres opposent les États-Unis à des nations européennes. Et cela lui réussit. Entre 1830 et la fin du XIXe siècle, les États-Unis passent du statut de nation encore vulnérable et en construction à celui de première puissance industrielle du monde. Et pendant ce temps, presque sans livrer la moindre guerre, la taille du territoire américain triple. Si bien que 100 ans après les conseils de George Washington, la prudence n'est plus tout à fait d'actualité. Au tournant du siècle, les présidents McKinley et Roosevelt notamment se mettent à défendre un rôle plus important pour les États-Unis sur la scène internationale. L'injustice chronique ou l'impuissance à maintenir les règles d'une société civilisée peut forcer les États-Unis, à contre-cœur cependant, à exercer un pouvoir de police internationale. En 1898, les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne. Officiellement, il s'agit de porter secours à Cuba, qui mène alors une révolution pour son indépendance. Officieusement, de protéger leurs intérêts commerciaux avec l'île. En 10 semaines, l'Espagne est défaite et doit en plus céder aux États-Unis ses colonies de Porto Rico, de Guam et des Philippines. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis s'approprient des territoires habités au-delà de leurs frontières continentales. Et ça ne plaît pas à tout le monde. En 1898, plusieurs figures publiques, comme l'écrivain Mark Twain ou l'industriel Andrew Carnegie, fondent la Ligue anti-impérialiste. Comment sommes-nous supposés afficher, dans les écoles des Philippines, notre déclaration d'indépendance, alors que nous leur refusons en même temps leur propre indépendance ? Ce n'est en fait que le début d'un débat entre interventionnistes et isolationnistes qui va durer 40 ans. The United States must be neutral. 1917, President Wilson signed the Declaration of War. I have seen war. I hate war. Lorsqu'en Europe s'annonce la guerre, aux États-Unis, l'isolationnisme est plus fort que jamais. En septembre 1940, le comité America First est créé. Il milite contre l'entrée en guerre des États-Unis et son discours est familier. There are still interests in this country and abroad who will do their utmost to draw us into war. Against these interests, we must be continuously on guard. En quelques mois, le comité revendique 800 000 adhérents et devient ainsi
le lobby politique le plus important de l'histoire des États-Unis. Mais il devient aussi une plateforme pour certains discours antisémites, comme ceux de l'un de ses porte-paroles les plus populaires, Charles Lindbergh. If any of these groups, the British, the Jewish, or the administration, stops agitating for war, I believe there will be little danger of our involvement. Mais alors que l'expansion allemande en Europe fragilise les discours isolationnistes, un événement fait basculer le débat définitivement. Le 7 décembre 1941, dans l'archipel d'Hawaï, la base américaine de Pearl Harbor subit une attaque surprise des forces aéronavales japonaises. Au total, plus de 2400 Américains sont tués et une grande partie de la flotte américaine du Pacifique détruite. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Dès le lendemain, le président Franklin Roosevelt annonce l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon. 4 jours plus tard, le comité America First vote sa propre dissolution. Le débat entre isolationnistes et interventionnistes s'achève. Pour les États-Unis, c'est le début d'une ère d'intervention. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les rapports de force changent. Alors que les économies de la plupart des belligérants s'effondrent, les États-Unis s'enrichissent et s'affirment comme la première puissance économique du monde. Et avec un grand pouvoir, viennent de great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. En 1947, le président Harry Truman fait voter une aide économique et militaire américaine en faveur des pays ruinés par la guerre. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. Bon, derrière ces belles intentions se cachent aussi des opportunités économiques et surtout un nouvel ennemi. L'Union soviétique est l'autre grand vainqueur militaire de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'entre elle et les États-Unis, ce n'est pas la grande amitié. Dans l'espoir d'endiguer l'expansion du bloc soviétique, les États-Unis s'engagent alors comme jamais auparavant dans des conflits étrangers. Entre 1945 et 1991, l'armée américaine intervient de façon officielle dans 28 pays différents. À L2, la guerre de Corée, puis celle du Vietnam, tue près de 100 000 soldats américains. Sans oublier les interventions non officielles. Aux 4 coins du monde, les services secrets américains œuvrent pour mettre au pouvoir les régimes qui ont leur faveur. Et puis un jour, Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. L'URSS, et avec elle la guerre froide qui a structuré la politique étrangère américaine pendant 45 années, prennent fin. Pour les États-Unis, un choix s'impose. Revenir à l'isolationnisme qui l'a fait prospérer au XIXe siècle, ou poursuivre une politique interventionniste et devenir ainsi l'unique gendarme du monde. My fellow Americans, in this new era, there are still times when America and America alone can and should make the difference for peace. Dans les années 90, George Bush, puis Bill Clinton choisissent l'intervention. À chaque fois, les motivations sont doubles. Defend our fundamental values as a people and serve our most basic strategic interests. Car pour les États-Unis, intervenir est aussi un moyen de préserver ses opportunités économiques. Freedom of friendly countries around the world would all suffer if control of the world's great oil reserves fell into the hands of that one man, Saddam Hussein. Au cours de la décennie suivante, la doctrine se durcit. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis déclarent la guerre au terrorisme. Our war on terror has well begun, but it has only begun. En quelques années,
les États-Unis envahissent l'Afghanistan et l'Irak et bombardent des groupes armés au Pakistan et dans la Corne de l'Afrique. The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world. Mais c'est alors que les États-Unis se lassent de la guerre. Entre les mandats de George Bush Jr. et de Barack Obama, l'opinion publique bascule. En 2003, 72% des personnes sondées estimaient que l'intervention en Irak était une bonne décision. En 2008, selon le même sondage, elle n'était plus que 38%. Et la guerre en Irak n'est pas la seule concernée. Si 61% des sondés souhaitaient le maintien des troupes en Afghanistan en 2008, en 2012, il n'était plus que 35%. Il faut dire qu'en 2012, cela fait 11 ans que les États-Unis sont en guerre contre le terrorisme. En Irak, plus de 4500 soldats américains sont morts, tandis qu'en Afghanistan, ils sont près de 2000 à avoir perdu la vie. Depuis la guerre du Vietnam, aucun conflit n'avait tué plus de soldats américains. America, it is time to focus on nation building here at home. En 2011, 8 ans après qu'elle a commencé, Barack Obama annonce la fin de l'intervention américaine en Irak. Au total, pendant ces 2 mandats, le nombre de soldats américains basés en Irak et en Afghanistan est divisé par 15. Et Obama n'est pas le seul à vouloir mettre un terme à la guerre. The job of the American soldier is not to rebuild foreign nations, but defend and defend strongly our nation from foreign enemies. We are ending the era of endless wars. Alors que le XXIe siècle avance, l'ère du gendarme américain semble peu à peu prendre fin. Enfin, pas tout à fait. Si la part du budget militaire dans le PIB américain diminue depuis 2012, il dépasse toujours celui de ses concurrents de loin. En 2019, le budget militaire américain dépassait ainsi celui du reste du top 10 mondial, cumulé. Surtout, la présence américaine dans le monde ne s'est pas vraiment affaiblie. Si le nombre de soldats américains sur le terrain a largement baissé au cours des mandats Obama, le nombre de pays dans lesquels les États-Unis interviennent militairement a presque doublé. L'utilisation croissante des drones, comme au Yémen, et le recours à certains alliés comme en Libye, ont permis aux États-Unis de rester présents à moindre coût. Et si la politique étrangère conduite par Obama est moins interventionniste que par le passé, elle est surtout loin d'être isolationniste. As we navigate this complex world, America cannot shirk the mantle of leadership. We can't be isolationists. Pour Obama, comme pour tous les présidents depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont un rôle unique à jouer dans le monde. Enfin, comme tous les présidents, à l'exception de Donald Trump. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Comme certaines figures du comité America First dans les années 40, Trump estime qu'intervenir dans les affaires du monde n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Et pour lui, cet intérêt est avant tout une question d'argent. We are being ripped off by everybody in the world. We're defending other countries. We are spending a fortune doing it. They have the bargain of the century. Pour Trump, le problème n'est pas vraiment d'intervenir ou non dans un pays étranger, mais le bénéfice potentiel à en tirer. When I heard that we were first going into Iraq, some very smart people told me, well, we're actually going for the oil. And I said, all right, I get that. There's nothing else. And we should take it
and pay ourselves back. What are we doing? Et petit à petit, les États-Unis s'éloignent de la communauté internationale. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. We will be today terminating our relationship with the World Health Organization. Le résultat, c'est que l'influence des États-Unis dans le monde s'affaiblit au profit d'autres pays. 人类是命运共同体。 En pleine pandémie de Covid-19, alors que les États-Unis rompent leurs relations avec l'OMS, la Chine, elle, redouble d'efforts pour faire oublier son rôle controversé dans la propagation de l'épidémie. 支持世卫组织，就是支持国际抗疫合作，支持挽救生命。 Devant l'Assemblée mondiale de la santé, le président chinois défend la coopération internationale, déclare que le futur vaccin chinois sera un bien public mondial et promet qu'une aide de plusieurs milliards sera créée par la Chine pour soutenir les pays les plus touchés. Pendant ce temps, Trump choisit de faire bande à part et tente d'obtenir l'exclusivité sur le futur vaccin. Alors que le gendarme du monde dresse des murs autour de lui, la Chine, elle, n'espère plus qu'une chose: combler le vide américain. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je voulais remercier Marie-Cécile Naves pour son aide pendant l'écriture de cette vidéo et aussi Marceau Bretonnier qui a réalisé tout le motion design. Comme d'habitude, si vous avez des idées pour les prochains MapMonde, écrivez-nous un commentaire et d'ici là, à bientôt.